Bonjour, donc on va commencer notre série de séances enregistrées du cours de physique de SV2, SVS2, donc de physique 2. Alors, juste pour vous expliquer donc comment on va procéder, donc on va donc faire des petits enregistrements relativement courts pour vous permettre bien sûr pour que les fichiers ne soient pas trop volumineux. Et je vais essayer donc tout au long de ce cours-là de faire beaucoup plus ce qu'on appelle un enseignement dirigé, c'est-à-dire de mélanger un petit peu le cours et le TD, donc pour que ça soit plus clair et donc pour qu'on voit directement donc les applications du cours euh, juste après les avoir vus donc en cours. Bien, donc il nous restait une petite partie donc, sur la mécanique qu'on avait déjà commencé. Et donc, on avait commencé, je pense, la partie dynamique. Et donc, je rappelle que dans la partie mécanique, dans ce chapitre-là, donc, on avait deux parties. Donc, la première partie a été consacrée donc, à la cinématique, c'est-à-dire à l'étude du mouvement d'un corps sans prendre en considération les causes de ce mouvement, c'est-à-dire les forces qui provoquent ce mouvement-là. Et donc, euh, on avait défini, bien sûr, les différentes quantités utiles en cinématique, c'est-à-dire, bien sûr, la position, la vitesse, bien sûr, les vecteurs, position, vecteur vitesse, bon, l'accélération. Et on a vu donc le cas particulier du mouvement circulaire que nous allons par la suite considérer comme dans le cas par exemple du mouvement de l'électron dans l'atome autour du noyau, en considérant bien sûr dans ce cas-là un type particulier de force qui est la force électrostatique. Bien, donc par définition, donc, la dynamique, c'est l'étude du mouvement d'un corps. Donc il y a une bonne partie de ça qu'on a déjà vu en cours. Donc la dynamique, c'est l'étude du mouvement en, en prenant en considération les forces qui le produisent. Bien évidemment, la force, c'est ce qui produit le mouvement. Donc c'est un vecteur qui, comme tout vecteur, a une direction, un sens. Donc ça, on l'a vu au début de ce chapitre-là, une norme qui donne l'intensité de la force. Et puis, une origine, bien sûr, un vecteur a une origine. Et l'origine de ce vecteur-là, du vecteur force, c'est le point d'application de la force. Et bien sûr, on a dans cette partie-là, donc, comme on considère en général des solides, donc pour bien sûr revenir au cas du point matériel, c'est-à-dire pour faciliter donc, les choses. Donc, on va réduire tout le solide à son centre de gravité. Et donc, on va supposer que toutes les forces, bien sûr, qui s'appliquent là, ça vont avoir comme origine le centre de gravité du solide. Bien, alors, on a aussi, ça aussi, on l'a vu. Donc, on a vu juste un rappel, les différents types de forces ou des exemples de forces que l'on connaît déjà. Donc, on voit dans la nature. Alors, la plus simple, bon, bien sûr, c'est la force gravitationnelle, qui est une force attractive. Donc, si vous prenez deux masses, M1, M2, ces deux masses, donc la force gravitationnelle, c'est une force d'attraction entre objets massifs. Et donc, l'objet, la masse, cette masse-là, M2, va appliquer donc va attirer la masse M1 avec une force, bien sûr, dont l'origine est le centre de gravité de l'objet A, de masse M1. Et donc, c'est la force F de 1 exercée par 2 sur 1.
et bien, la masse, par bien sûr le principe de l'action et de la réaction, va faire que l'objet A va exercer sur l'objet B une force F1,2, d'accord, qui est égale à moins F2,1 en vecteur. D'accord? Et donc la force exercée par 1 sur 2 donc, va être égale, ça c'est le vecteur U qui lie les deux, et donc la force il est dans cette direction-là, et donc la force exercée par 1 sur 2 est égale à moins G M1 M2 sur R au carré, suivant le vecteur U, et donc c'est égal à moins F de 1, qui sera elle égale à plus GM1. Alors G, c'est ce qu'on appelle la constante gravitationnelle. Bien, alors, un cas particulier, c'est la force d'attraction gravitationnelle exercée par une planète, en particulier par la Terre, sur un objet. Et donc, c'est comme ça qu'on définit le poids. Et donc, le poids, c'est tout simplement la force exercée par la Terre sur un objet. Et donc, si je calcule, j'exprime cette force-là, donc F égale tout simplement la constante gravitationnelle fois la masse de la Terre, grand M, divisé par, si on se trouve à la surface de la Terre, c'est R au carré. Bien sûr, je ne mets pas de vecteur, je suis juste pour simplifier l'écriture parce que je ne veux pas multiplier par la masse de cet objet. Et donc, cette quantité-là, c'est la constante G. Et donc, on a Cm, puisque cette quantité-là est quelque chose de constant. Donc, le poids se réduit à M fois G. Et donc, si on se trouve donc à la surface de la Terre, ça c'est la Terre, on va dire que c'est quelque chose de circulaire. Moi, je me trouve ici, donc ça c'est le centre de la Terre. Et donc, si moi je me trouve ici, je suis soumis à une force qui me ramène vers le centre de la Terre. Et donc, le poids est quelque chose qui est toujours dirigé vers le bas. Donc, le poids est toujours dirigé dans cette direction-là. Donc, bien sûr, c'est de là la valeur de G peut être calculée connaissant la constante grand G, connaissant la masse M, grand M, et connaissant le rayon de la Terre, ce qui nous donne les 9,8 mètres par, là c'est seconde, il y a une petite erreur, c'est seconde au carré. Bien, alors on continue. Donc, un autre type de force qu'on peut avoir. Bon, alors, par exemple, si vous prenez le cas d'un ressort, par exemple, donc vous avez un ressort qui exerce une force de rappel, d'accord, sur une masse M. Donc, c'est quelque chose c'est une force qui a cette forme-là, moins K fois delta L, suivant, donc bien sûr, donc, si le ressort, la masse M, donc, le ressort est orienté dans ce sens-là, la masse-là, donc I, bien sûr, c'est ce vecteur-là. Alors, un autre type de force qu'on peut rencontrer, c'est
ce sont les forces de frottement. D'accord? Alors, les forces de frottement, donc on peut avoir donc, plusieurs types de forces de frottement, mais en général, bien sûr, si vous prenez, vous avez l'exemple le plus courant, par exemple, si vous êtes en mouvement, donc en chute libre, alors la chute libre, on dit souvent qu'on néglige les frottements, et donc si bien qu'on va dire que tous les objets donc, qui sont en chute libre seront soumis à l'accélération de pesanteur G égale à 9,8 mètres par seconde au carré. D'accord? Mais si on néglige les frottements. Maintenant, s'il y a des frottements, c'est une force qui, donc si vous allez, le frottement en général, si vous vous déplacez dans ce sens-là, d'accord, ça c'est votre vitesse, les forces de frottement s'opposent au mouvement et donc, en général, elles sont, l'intensité donc de la force de frottement est proportionnelle à la vitesse du corps en mouvement. D'accord? Si je suis en mouvement, par exemple, dans un fluide, d'accord, on va voir par la suite dans le chapitre sur les écoulements, sur la biophysique des écoulements, d'accord, que les frottements donc, dépendent, donc, sont en fonction de ce qu'on appelle la viscosité du fluide. Bien. Donc, je pense qu'on va aller un peu rapidement, donc, parce que donc, tout ça, je pense qu'on l'a vu. Et donc, la première, donc, le principe, donc la dynamique est basée sur ce qu'on appelle de manière globale le principe fondamental de la dynamique, d'accord, qui est sous forme de deux lois. Donc, on a la première loi de Newton, d'accord, et puis la deuxième loi qui est en fait une généralisation, donc un cas général. D'accord, la deuxième loi, donc la première loi sera juste un cas particulier de la première. Et donc la première loi de Newton, ce qu'on appelle le principe d'inertie, va vous dire qu'un objet soumis à des forces qui se compensent a un mouvement rectiligne uniforme. Donc si vous avez des forces donc, qui se compensent, c'est-à-dire que la somme des forces extérieures est nulle, alors à ce moment-là, votre corps a un mouvement rectiligne uniforme. Et donc, ce qui veut dire, donc ça on l'a déjà vu, que le vecteur vitesse est constant, c'est-à-dire que la vitesse, le module de la vitesse, le module et la direction de la vitesse restent constants. Ça veut dire que l'accélération est nulle. Le vecteur accélération est égal au vecteur nul, et donc sigma des forces extérieures égale à 0. Maintenant, de manière générale, donc la deuxième loi de Newton va me dire que l'accélération du centre de gravité d'un solide par rapport à un repère absolu, d'accord, est égale multiplié par donc l'accélération par rapport à un repère absolu est toujours proportionnelle à la somme des forces qui lui sont appliquées. Et donc, on a la somme des forces extérieures égale à m gamma. Donc, à partir de là, on peut définir donc l'unité de la force. Et donc, c'est 1 newton, c'est le newton. Et c'est l'équivalent donc de la masse, c'est le kilogramme. Et l'accélération, c'est des mètres par seconde au carré. Et donc, on peut dire que tout simplement, 1 newton, c'est l'intensité d'une force qui permet de communiquer à une masse de 1 kg une accélération de 1 mètre par seconde au carré. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on a vu. Bien, donc, on va passer rapidement aux théorèmes, donc, qui sont très importants. Alors, on va commencer par le théorème de l'énergie cinétique. Alors, pour bien sûr énoncer le théorème de l'énergie cinétique, donc on est obligé de parler du travail d'une force. Et donc, lorsque j'ai une force, d'accord, qui produit
un déplacement, alors le travail de cette force-là, d'accord, il est tout simplement égal, le travail élémentaire, c'est la force, le produit scalaire de la force par le déplacement qu'elle produit. D'accord? Alors, si j'ai un déplacement d'un point A vers un point B, donc ça c'est le point A, et ça c'est le point B, d'accord? Pour le moment, vous vous déplacez de A vers B, et donc le travail, donc si de A à B, c'est l'intégrale de dW, et donc c'est le produit scalaire de la force multiplié de la force par le vecteur AB. Bien, et donc ça, bien sûr, comme c'est une intégrale, dans l'intégrale entre A et B de D de M, c'est ce qui m'a donné AB. Ça veut dire que ici, j'ai considéré que la force est constante. Donc je ne peux écrire cette expression-là que lorsque, c'est ce qu'on va considérer nous pour simplifier donc les choses, que la force est toujours constante, c'est-à-dire que l'intensité de la force ne change pas lorsque je me déplace du point A vers le point B. D'accord? Alors là, le produit scalaire qu'on a ici, d'accord, c'est f, le module du vecteur f, multiplié par AB que je vais dire noté par une distance d, d'accord, mais multiplié par le cosinus, c'est un produit scalaire, le cosinus de l'angle alpha entre les deux. Bien, donc, si votre force et votre déplacement sont dans le même sens, si la force est par exemple dans ce sens-là, donc vous avez un angle égal à 0, dans ce cas-là, cosinus égale à 1, et donc votre travail est positif. Si vous avez par exemple une force de frottement qui est dirigée dans le sens contraire de votre déplacement, à ce moment-là, vous allez avoir, bien sûr, un travail qui est négatif. Donc, on va parler dans ce cas-là de travail résistant. Bien. Donc, à partir de là, donc, on peut définir aussi la puissance. D'accord? Et donc, la puissance, c'est le travail par unité de temps, donc c'est dW sur dt. Et donc, comme f est constant, donc c'est f scalaire d de AB ou d de m sur d de t, et d de m sur d de t, c'est la vitesse. Maintenant, si la force, alors le cas qu'on a vu tout à l'heure, c'est le cas où la force le, et le déplacement sont dans la même direction, mais pas forcément dans le même sens. Donc, ça nous donne un travail positif ou négatif. Si maintenant, vous vous déplacez donc, dans ce sens-là et vous êtes soumis, par exemple, au poids, à votre poids, déjà, et dans ce cas-là, vous avez un déplacement et une force qui sont perpendiculaires. À ce moment-là, la force ne va pas travailler, le travail va être nul. Bien. Bon. Comme j'ai dit tout à l'heure, le travail des forces de frottement, le travail des forces de frottement, c'est quelque chose, donc c'est moins F fois le déplacement, et donc comme F est opposé au déplacement, donc c'est un travail qui est résistant, qui est négatif. Et nous allons voir par la suite que, en fait, ces forces de frottement vont contribuer à la non
conservation de l'énergie mécanique totale. Donc, on va le voir. Donc, c'est pourquoi? Parce que tout simplement, ces forces de frottement vont avoir comme conséquence, d'accord, la dissipation d'énergie sous forme de chaleur. Et donc, ça, on le sait. Donc, c'est quelque chose que vous avez sûrement déjà remarqué. Donc, quand vous avez des frottements, d'accord, vous avez un dégagement de chaleur, c'est-à-dire qu'une partie du travail, donc du travail, est dissipée sous forme de chaleur de frottement. Bien, alors un autre exemple, c'est bien sûr le cas du ressort. Donc, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc, si vous avez un ressort comme ça, d'accord, ça, c'est votre élongation X, d'accord, et donc votre force, c'est moins K X suivant EX. Alors, bien sûr, c'est pour ça qu'on l'appelle une force de rappel, parce que si vous vous déplacez dans ce sens-là, la force est une force de rappel, elle vous rappelle vers la position d'équilibre. Alors, bien sûr, AB, donc c'est c'est XEX, et donc le travail élémentaire, donc D de AB, c'est, ou D de M, c'est D de X, d'accord? Et donc, ça va être DW égale à moins K, X, D de X, d'accord? Donc, le produit scalaire. Donc, si j'intègre l'intégrale de X, D de X, donc c'est 1 demi de K, X carré, c'est-à-dire multiplié par donc, le déplacement ou la variation de la longueur du ressort X. D'accord? Donc, c'est moins 1 demi de K, X au carré. Bien, et donc on va définir l'énergie cinétique. Donc, ça, c'est quelque chose que vous avez sûrement déjà vu. Donc, l'énergie cinétique d'un objet de masse M qui est en mouvement avec une vitesse V. D'accord? L'énergie cinétique est égale à 1 demi de mv carré. Alors, bien sûr, V au carré, c'est le carré du module de la vitesse par rapport donc, à un repère, bien sûr. Ça, on l'a déjà vu. La vitesse aussi, de manière rigoureuse, doit être exprimée sous cette forme-là, c'est-à-dire la vitesse par rapport à un repère, donc qu'il soit absolu ou relatif. Bien sûr, dans notre cas, nous allons toujours considérer un repère galiléen fixe. Bien. Alors déjà, à partir de cette expression-là, donc si vous avez un mouvement, donc vous avez votre objet qui se déplace, euh, sa vitesse, si le mouvement n'est pas uniforme, donc la vitesse va varier et donc l'énergie cinétique également va varier. Donc on a aussi l'énergie cinétique est une quantité qui varie au cours du temps. Et donc si je considère la variation de l'énergie cinétique au cours du temps, donc si je dérive d de EC par rapport à T, donc c'est égal. Alors le module au carré de la vitesse, c'est le produit scalaire de la vitesse par elle-même. Et donc c'est V scalaire V. Et donc, si vous avez V scalaire V, ça veut dire que vous allez avoir donc, la dérivée d'un produit, d'accord? Et donc, vous allez avoir un demi de M, V scalaire V. Donc, si vous dérivez, donc ça va vous faire V scalaire D de V sur D de T, plus D de V sur D de T scalaire V. Donc, c'est la même chose, d'accord? Parce que le produit scalaire est commutatif, donc ça vous donne CM V scalaire D de V sur D de T. À ce moment-là, ça vous donne, alors M D de V sur D de T, ce n'est rien d'autre que l'accélération. Donc M, si vous prenez M et ça, donc ces deux termes-là, c'est l'accélération. Et l'accélération, M fois gamma, ou A, c'est la somme des forces extérieures, scalaire la vitesse, et donc c'est la somme des puissances des forces extérieures. D'accord? Si maintenant j'intègre cette relation-là, donc ça va me donner la variation de l'énergie cinétique. Et donc la variation de l'énergie cinétique, donc D de EC égale
A sigma des forces extérieures, V fois dt, d'accord? Et donc, si j'intègre cette quantité-là, ça va me donner delta EC, c'est-à-dire que quand je vais d'un point A vers un point B, donc A, ça c'est B, et bien tout simplement, la variation de l'énergie cinétique est égale à 1 demi de mvb au carré moins 1 demi de mva au carré va être égale à sigma des forces multiplié par les déplacements, VDT, donc c'est le déplacement, d'accord? Quand j'intègre, donc ça va me donner le déplacement, et donc ça va me donner la somme des travaux des forces extérieures, et donc c'est ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique, c'est-à-dire que dans un repère galiléen, la variation de l'énergie cinétique, d'accord, c'est-à-dire l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale, est égale à la somme des travaux des forces extérieures. Alors, la deuxième forme d'énergie, donc, c'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle. Alors, si je prends une force, en général, si la force ne dépend que de l'abscisse X, ou bien de R, par exemple, d'accord? À ce moment-là, on peut avoir une fonction EP de x telle que f, la force f de x, égale à moins d de EP sur d de x. Dans ce cas-là, on va dire que la force dérive d'un potentiel. On appelle ça une force conservative. Toutes les forces ne sont pas, bien évidemment, pas conservatives. On va le voir, les forces de frottement ne sont pas conservatives. Et donc, si la force est conservative, elle peut s'écrire sous cette forme-là. F égale à moins d de EP sur d de x. Alors, dans ce cas-là, le travail de cette force-là, c'est égal à la variation de l'énergie moins la variation de l'énergie potentielle. C'est-à-dire, si je vais de A à B, c'est l'énergie potentielle en B moins l'énergie potentielle en A, bien sûr, avec un signe moins. Bien. Et donc, si, donc maintenant, je regarde donc, la relation entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, donc, je peux tout simplement dire que la variation ou la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps, c'est S scalaire V, d'accord? Et la force, c'est moins d de EP sur d de x, fois d de x sur dt, c'est moins d de EP sur dt. Ça veut dire que la dérivée par rapport au temps de la somme énergie cinétique plus énergie potentielle est égale à 0. Ça veut dire que l'énergie potentielle, que l'énergie totale, on va définir l'énergie mécanique totale, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Et comme sa dérivée est constante par rapport au temps, cela veut dire tout simplement que l'énergie mécanique est une constante. Bien sûr, cela seulement et seulement si j'ai des forces qui sont conservatives, c'est-à-dire qui s'écrivent sous cette forme-là, d'accord, qui dérivent d'un potentiel, d'une énergie potentielle. Bien. Alors, quelque chose de très important, donc l'énergie potentielle, on a dit que la force, c'est moins d de EP sur d de x, d'accord, ou d sur d de r. L'énergie potentielle, quand je la détermine, donc, est égale à moins l'intégrale de f fois multiplié par d de x ou d de r. Et donc, une intégrale, c'est une intégrale. Je cherche une fonction EP de x, d'accord, ou EP de r. Et donc, cette fonction-là, c'est une intégrale sans borne. Et donc, ça me donne l'énergie potentielle à une constante près. D'accord? Ce qui veut dire que l'énergie potentielle, mathématiquement, est toujours définie à une constante près. Mais ça ne pose pas un problème parce que ce qui est intéressant en physique,
c'est la variation de l'énergie potentielle et non sa valeur elle-même ou son expression elle-même. Comme elle est définie à une constante près, si je calcule sa variation, la constante, bien sûr, va disparaître. D'accord? Et donc, ce qui a un sens physique, c'est la variation de l'énergie potentielle. Bien, alors on peut prendre des exemples. Et donc, si je prends le poids, d'accord, le poids, c'est moins mg suivant l'axe z, et donc c'est moins d de ep sur d de z suivant l'axe k. Ça veut dire que d de ep sur d de z égale à mg. Et donc, on définit l'énergie potentielle, elle est égale à mgz plus une constante. D'accord? Ce qui veut dire, si j'applique le théorème de l'énergie mécanique, que lorsque vous êtes, par exemple, en chute libre, d'accord, la somme de votre énergie cinétique et de votre énergie potentielle, je ne suis soumis qu'au poids, qui est une force conservative, et je néglige les frottements, d'accord, et donc ça veut dire que la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle reste constante. Ça veut dire si je un mgz plus un demi de mv carré égale à mgz0 plus un demi de mv0 au carré. Et donc, ça me donne une relation entre la vitesse et la position z. Si je considère par exemple donc un ressort, la force de rappel, et donc la force de rappel égale à moins kx, c'est égal à moins d de e sur d de x. Ça veut dire que d de e sur d de x égale à x, et donc l'énergie potentielle, c'est c'est un demi de k fois x au carré plus une constante. Bien sûr, il y a une constante d'intégration qu'on oublie souvent de mentionner. Alors, on va revenir, avant de terminer ce chapitre-là, donc on va revenir, je reviens juste donc au théorème de l'énergie mécanique. Donc, dans le cas où toutes les forces sont conservatives, d'accord, c'est-à-dire me permettent de définir une énergie potentielle, d'accord, la variation de l'énergie mécanique est nulle. Et donc, l'énergie mécanique est une constante du mouvement. Dans le cas contraire, si j'ai des forces de frottement, alors la variation de l'énergie mécanique est tout simplement égale au travail des forces non conservatives, c'est-à-dire dans notre cas au travail, à la somme des travaux des forces de frottement. Comme les forces de frottement ont un travail qui est négatif, donc on a vu donc une force de frottement, elle est dirigée dans le sens opposé au mouvement. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire que la variation de l'énergie mécanique sera négative, c'est-à-dire que l'énergie mécanique va diminuer au cours du temps. Bien, alors, à partir de l'énergie potentielle, on peut définir donc une notion très importante en mécanique, c'est ce qu'on appelle la position d'équilibre. D'accord? Alors, on définit une position d'équilibre comme étant un extrémum de l'énergie potentielle, c'est-à-dire un minimum ou un maximum de l'énergie potentielle. Donc, un maximum ou un minimum est défini mathématiquement comme par la relation d de E P sur d de R et à la position d'équilibre égale à 0. Bien, alors, ce n'est pas suffisant, donc on peut aller plus loin et donc on peut étudier la stabilité d'un équilibre. Qu'est-ce qu'on entend par stabilité? Alors, on dit qu'un équilibre est stable lorsque, si on éloigne le système ou l'objet, donc mon objet, je l'éloigne légèrement d'un côté ou de l'autre de la position d'équilibre, il aura tendance à revenir vers la position d'équilibre. Dans le cas contraire, on va dire que l'équilibre est instable, c'est-à-dire que lorsque
j'éloigne mon objet de la position d'équilibre, il va continuer à s'en éloigner. Donc, il n'aura pas tendance à revenir vers cette position d'équilibre. Alors, mathématiquement, lorsque c'est défini par la dérivée seconde de l'énergie potentielle à la position d'équilibre, c'est-à-dire d carré de EP sur dr carré. Si c'est positif, alors l'équilibre est stable. Si c'est négatif, alors l'équilibre est instable. Alors, si on revient au cas du ressort, avec cette force de rappel, c'est une position d'équilibre. On a la position d'équilibre, c'est x égale à 0. D'accord? Un demi, donc on a l'énergie potentielle, donc c'est un demi de kx carré, c'est une constante, sa dérivée, donc c'est x égale à 0, c'est-à-dire lorsque le ressort n'est pas étiré. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va faire quand on va avoir un mouvement? C'est qu'on a cette position d'équilibre est une position d'équilibre stable. Bon, bien sûr, la dérivée seconde, un demi de kx carré, sa dérivée première, c'est kx, la dérivée seconde, c'est k, et la constante de raideur est toujours positive. Ça veut dire que c'est un équilibre stable, et donc si j'éloigne la masse légèrement de la position d'équilibre, elle aura toujours tendance à revenir vers cette position d'équilibre, elle va s'en éloigner encore, elle revient, et c'est ce qui fait que le système, avec bien sûr cette force de rappel, la masse où l'objet va osciller autour de cette position d'équilibre. Et donc, dans ce cas-là, on a tout simplement une position d'équilibre stable. Maintenant, on peut comprendre ça de manière plus simple sur un petit schéma. Et donc, si ça, c'est l'énergie potentielle en fonction de R ou de X, bon, des fois, on utilise R ou X. Et donc, lorsque la position j'ai quelque chose qui est comme ça. Donc, vous le voyez, c'est normal. Vous prenez le point, vous le mettez ici, vous le lâchez, vous l'éloignez de la position d'équilibre et continue à s'en éloigner. D'accord? Dans ce cas-là, on voit bien que la dérivée seconde est négative. D'accord? Et donc, par contre, dans le cas que j'ai ici à droite, la dérivée seconde est positive. Donc, si j'éloigne légèrement mon objet de cette position d'équilibre, il aura tendance à revenir vers la position d'équilibre et on est dans le cas d'un équilibre stable. Donc voilà, donc c'est tout ce qu'il y avait à dire donc, sur ce chapitre-là. Et donc on va passer tout de suite, il nous restait les deux exercices qui, bien sûr, ça tombe bien, sont des applications directes, les deux derniers exercices de la série de TD, qui sont une application, des applications directes de ce que nous venons de voir. Alors, donc, vous avez déjà, donc, j'ai mis sur ENT donc, ce fichier, donc, qui comprend une correction, donc, la correction des deux exercices. Alors, on va commencer par l'exercice 5. Alors, on considère une dépanneuse de masse M qui va tracter donc, une voiture. Et donc, la dépanneuse applique une force F constante et horizontale. Et la voiture initialement était en un point A et va se retrouver en un point B avec une vitesse de 72 km/h en 10 secondes. D'accord? On néglige les forces de frottement. Et donc, premièrement, on nous demande de calculer la norme de la force F. Alors, on va appliquer bien sûr la deuxième loi de Newton. Donc, la somme des forces appliquées à la voiture, au centre de gravité de la voiture, est égale à
sa masse multipliée par son accélération. Bien sûr, l'accélération du centre de gravité. Alors, quelles sont les forces qui s'appliquent donc à la voiture? Donc, vous avez la force, donc vous avez le poids qui est dirigé vers le bas, d'accord? Vous avez, alors le poids, c'est moins mg suivant j, donc ça, le vecteur j, il est dans ce sens-là, et le vecteur i, c'est ce vecteur-là. Vous avez la force de traction, donc exercée par la dépanneuse, qui est bien sûr dans le sens du mouvement. Et puis, vous n'avez pas de frottement, donc vous n'avez pas de composante de force donc, dans le sens opposé à celui du mouvement. On a seulement la réaction. Bien sûr, vous êtes en mouvement sur un plan. Et donc, vous avez la réaction, bien sûr, du plan, c'est-à-dire de la surface de la route, et qui est dans le cas où on n'a pas de frottement, elle est toujours perpendiculaire au mouvement. Si vous avez un frottement, bien sûr, la force, la réaction va être orientée dans ce sens-là, par exemple, comme ça, de telle façon à ce qu'elle ait une composante suivant l'axe du mouvement. Dans notre cas, la réaction, d'accord, on n'a pas de frottement, et donc la réaction n'a pas de composante, c'est-à-dire que sa projection sur l'axe du mouvement est nulle. Bien. Et donc, on va s'intéresser particulièrement à l'axe de notre mouvement, c'est-à-dire à la projection de cette relation de la deuxième loi de Newton sur l'axe des x. D'accord? Et donc, sur l'axe des x, donc le poids, bien sûr, va disparaître. La réaction est aussi perpendiculaire à x et suivant y. Donc, il ne restera que la force F. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, bien sûr, suivant l'axe X, on a la composante AX de l'accélération du centre de gravité qui est égale à D de V sur D de Vx sur D de T. D'ailleurs, la vitesse est suivant X. D'accord? Il n'y a pas de composante suivant Y. Et donc, c'est la dérivée seconde de X sur dt au carré, puisque bien sûr, Vx, c'est D de X sur D de T. Donc, si j'applique le principe fondamental ou la deuxième loi de Newton, on appelle ça aussi le principe fondamental de la dynamique, d'accord? Avec la projection sur l'axe du mouvement, c'est-à-dire l'axe X, donc l'axe X, c'est l'axe du mouvement. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que AX égale à fois M égale à F. Donc, ça veut dire que AX bon, c'est pas la peine que je mette X, est égal à D de Vx, donc on va la noter D de V, tout simplement D de V. Bon, c'est difficile, un peu difficile d'écrire, mais l'essentiel c'est que le message passe. Et donc sur D de T, et c'est égal, comme F égale à MA, et donc c'est égal à F divisé par la masse. D'accord? Et donc, c'est d de V sur dt égale à F sur M, ça veut dire que V égale à F sur M fois T. D'accord? Plus V0. Et donc, initialement, au point A, la voiture était au repos. Et donc, V égale à F sur M fois T. D'accord? Ce qui veut dire que la position X, suivant l'axe X, à partir de O, d'accord, va être égale à
l'intégrale, comme FV égale à D de X sur D de T, ça veut dire que X est égal à l'intégrale de F sur M fois T, c'est-à-dire va être égal à F 1 demi de F sur M fois TO. Bon. Il faut que je change dans le fichier. Donc là, il y a T au carré. Donc il y a T au carré au numérateur. OK? Et donc, si je considère donc la relation F égale à MV, donc V égale à F sur M fois T, donc ça veut dire que la force F égale à M fois V sur T, d'accord? Et donc, je peux calculer l'intensité de ma force donc en multipliant donc M par V en divisant par T. Alors T, c'est le temps mis pour aller du point A vers le point B, c'est 10 secondes. M, c'est la masse qui doit être exprimée en kilogrammes. Et V, donc c'est la vitesse qui doit être exprimée en mètres par seconde. Et donc si je prends donc, 72 km/h, c'est 72 fois 10 à la puissance 3 mètres. 1 heure, c'est 3600 secondes. Et donc ma vitesse, c'est 20 mètres par seconde. Et donc, ça me donne l'intensité de la force F égale à 1000 newtons. Alors, la deuxième question, donc on vous demande de calculer la distance parcourue pendant les 10 secondes, c'est-à-dire de calculer la distance AB. D'accord? Et donc, D, la distance parcourue pendant 10 secondes, c'est X de 10 secondes, c'est-à-dire c'est F sur 2M fois T au carré. D'accord? Là, bien sûr, dans le calcul, donc, il n'y avait pas cette erreur-là, donc on peut vérifier. Donc là, la force F, c'est 1000. Divisé par alors sur ces 500 kg, donc c'est aussi 1000. C'est 2M ça. Et je multiplie par T au carré, c'est 10 au carré. Et 10 au carré, bien sûr. 10 au carré égale à 100. Et donc la distance va être égale à 100 mètres. Bien, donc on va continuer. Alors, donc, après, donc, la troisième question, on vous demande le travail de la force de traction pendant ces 10 secondes. Et donc, tout simplement, le travail de la force F, c'est F scalaire le déplacement AB, puisque la force, donc ça, on l'a déjà vu, la force est constante. Et donc, l'intégrale de F fois D de X, donc ça me donne directement le produit scalaire de F par le déplacement AB. Et comme la force et le déplacement sont dans le même sens, dans la même direction, dans le même sens, ça veut dire que le produit scalaire, c'est tout simplement le module de F multiplié par le module de AB. Et donc, c'est la force multipliée par le déplacement. Donc, F, c'est, on a dit 1000 newtons. Le déplacement, c'est 100 mètres.
Donc, ça fait 100 000 joules. Donc, bien sûr, si je multiplie 1 newton par 1 mètre, ça me donne des joules. Et donc, bien sûr, là, la distance, c'est D et c'est le module de AB. Alors, la dernière question, c'est bien sûr une vérification du théorème de l'énergie cinétique. Alors, déterminer la variation de l'énergie cinétique et montrer que le théorème de l'énergie cinétique est vérifié. D'accord? Alors, on commence bien sûr par la détermination le calcul de la variation de l'énergie cinétique. Et donc, tout simplement, le calcul de la variation de l'énergie cinétique, c'est 1 demi de VB au carré moins 1 demi de VA au carré. VA au carré, bien sûr, c'est nul, puisque la voiture était au repos au point A. D'accord? C'est tout simplement 1 demi de mVB au carré. Alors, 1 demi, c'est 0,5. M, c'est 500 kg, multiplié par VB au carré. Donc, VB, c'est 20 mètres par seconde, c'est-à-dire ça fait 400 mètres carrés par seconde au carré. Donc, si je calcule cette quantité-là, ça me donne 10 à la puissance 5, 10 à la puissance 5 joules. Et donc, si je calcule, je reviens en arrière, et donc je calcule les travaux des forces extérieures. Le travail de la force F, on l'a déjà calculé, c'est 10 à la puissance 5 joules. Le travail du poids, il est nul parce que le poids est perpendiculaire au déplacement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le travail de la réaction R, pareil, il est nul parce que la réaction est aussi dirigée suivant l'axe, la direction perpendiculaire au mouvement. Et donc, le travail, la somme des travaux, donc, se réduit au travail de la force F. Et donc, on retrouve 10 à la puissance 5 joules là. Et les 10 à la puissance 5 joules qu'on a ici. Ça veut dire que le théorème de l'énergie cinétique est bien vérifié. Bien. Alors, le dernier exercice, donc c'est assez simple. Donc, ça, vous pouvez en principe le faire seul. Donc, on considère donc, une molécule diatomique. Donc, vous prenez une molécule diatomique. Donc, vous avez une molécule telle que, par exemple, la molécule CO ou ce que vous voulez. Donc, dans cette molécule-là, donc l'énergie potentielle d'interaction entre ces deux atomes, d'accord? C'est-à-dire donc l'énergie potentielle qui correspond à l'attraction de cet atome-là par celui-là et de celui-là par celui-là, d'accord? Elle est égale à, elle a cette forme-là, d'accord? Elle est définie, donc moi j'ai rajouté une constante K, donc à une constante près, d'accord? À partir de l'énergie potentielle, donc la première question, c'est déterminer l'expression des forces d'interaction moléculaire. Donc on va dire que F, tout simplement, la force d'interaction moléculaire est égale, ce sont des forces conservatives qui dérivent d'un potentiel et donc elles s'écrivent sous la forme moins d de EP c'est déjà écrit, bon je réécris, bon, c'est pas sur d de x ou d de r. Et donc on peut dériver tout simplement et donc moins la dérivée de cette expression-là, k est une constante, d'accord? Et donc la dérivée de cette expression-là, donc là il manque une petite parenthèse, et donc a fois donc la dérivée d'un carré, donc c'est f au carré, prime, c'est 2f fois f prime, d'accord?
Et donc, c'est A, c'est, bon, il y a A, c'est 1 moins l'exponentielle de moins H R0, d'accord, multiplié par la dérivée de cette fonction-là. Alors là, il faut que je vérifie. R moins R0, donc il y a toujours. Donc, bon, donc c'est la dérivée donc de ce terme-là, et donc qui va me donner 2 fois petit a fois grand A, donc c'est ça la dérivée. Donc la dérivée de ça, euh, c'est 2 fois. En fait, le carré, il est là. Je pense le carré, il est plus. Donc il faut que je corrige au niveau de la série aussi. Donc le carré, il est là. Donc c'est 2 fois. C'est 2 fois petit a fois grand A, facteur de 1 moins l'exponentielle de moins a r moins r0, d'accord, multiplié par, bien sûr, la fonction a exponentielle de moins a r moins r0. D'accord. Et donc, ça, c'est la forme de la force, qui est tout simplement donnée par la dérivée de f par rapport à r. Et puis, donc, par la suite, on peut déterminer la position d'équilibre. Et donc, la position d'équilibre, c'est lorsque la d de EP sur d de R est égale à 0. Et donc, je dérive tout simplement l'énergie, donc l'énergie potentielle, donc égale à, donc la dérivée égale à 0. D'accord? Ça veut dire que l'exponentielle 1 moins l'exponentielle de moins a r moins r0, donc c'est ce terme-là qui va être égal à 0. 1 moins l'exponentielle de moins a r moins r0 égale à 0. Ça veut dire que exponentielle donc de ça est égal à 1. Ça veut dire que a, ça veut dire que a, que r moins r0 est égal à 0. Et donc, ça veut dire que r est égal à R0. D'accord? Donc, je pense que c'est clair. Donc, c'est la dérivée, donc c'est ce terme-là. Donc, je vais essayer de corriger sur le document. Donc, et vous, donc juste la position des parenthèses. Et donc, 1 moins l'exponentielle égale à 0. Donc, ce terme-là égale à 0. Donc, ça veut dire que l'exponentielle, cette exponentielle est égale à 1. D'accord? Et donc, à ce moment-là, donc ça veut dire que exponentielle égale à 1, ça veut dire que le terme sous l'exponentielle est nul. Et donc, dans ce cas-là, ça va vouloir dire que R moins R0 égale à 0. Ça veut dire que R équilibre est égal à R0. Bien, alors par la suite, donc on peut discuter, de la stabilité de l'équilibre. Et donc à ce moment-là, il suffit de dériver une deuxième fois, donc une deuxième fois donc l'énergie potentielle par rapport à R. Et donc si je reviens si je reviens donc à l'expression que j'ai tout à l'heure, bien sûr que je dois corriger par la suite. Donc si je reviens donc à l'expression de la dérivée, d'accord, donc je dérive. Donc, je redérive cette expression-là par rapport à R, et donc j'obtiens une dérivée seconde qui est égale à A petit a au carré fois grand A.
Donc là, vous pouvez le faire donc, facilement. Et donc, ça me donne petit a au carré multiplié par grand A. Comme petit a et grand A sont des constantes positives, d'accord? Donc, ça va vouloir dire que la dérivée seconde de l'énergie potentielle par rapport à R carré est positive et donc l'équilibre est un équilibre stable. Bien, alors une dernière question, bon, qui est plus ou moins facultative, c'est déterminer l'énergie de dissociation de la molécule. Alors, quelle est l'énergie, qu'est-ce qu'on appelle énergie de dissociation d'une molécule? C'est l'énergie à fournir pour briser la molécule, pour la casser en deux atomes, si c'est une molécule diatomique, pour la casser en deux atomes séparés, non liés. Et donc, à ce moment-là, cette énergie-là sera égale au minimum à l'énergie potentielle des deux interactions entre les deux atomes quand ils sont indépendants l'un de l'autre. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on va dire que la molécule est dissociée lorsque le rayon, la distance R entre les deux atomes tend vers l'infini. D'accord? Et donc, à ce moment-là, donc la molécule est complètement dissociée. Et donc, l'énergie de dissociation, elle correspond à l'énergie pour R tendant vers l'infini. Donc, si je fais tendre R vers l'infini, donc ce terme-là tendra vers 0, d'accord? Et donc, l'énergie donc, de dissociation sera égale à grand A. Donc, bien sûr, en prenant une constante K nulle. D'accord? Et donc, on obtient une énergie de dissociation qui est donnée par grand A, bien sûr, dans cette expression-là. Il est clair que comme le terme entre parenthèses, bien sûr, n'a pas c'est une exponentielle, donc il n'a pas d'unité. Et donc, le terme A donc, aura comme unité, donc bien sûr, c'est des joules. Et donc, l'unité de E, elle est contenue dans A, et donc on retrouve bien sûr l'énergie de dissociation égale à A, et donc on reste bien sûr, cohérent au niveau des dimensions. Bon, voilà, donc merci. Et donc, on se donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo. Donc, on va passer donc à la prochaine fois. Donc, on va commencer le chapitre sur l'électrostatique. D'accord? Et on va toujours, bien sûr, continuer avec cette stratégie-là, donc court, mais avec aussi des exercices de TD au fur et à mesure. Bon, à bientôt.